Bon, alors nous sommes deux représentants d'une association qui s'appelle l'AM, Association pour la mémoire de l'immigration. Michel Papy est le premier président de l'AM et il a souhaité me passer la main il y a 4 ans. Nous traitons surtout de l'immigration pyrénéenne dans toutes les directions. Mais dernièrement, nous avons été rejoints par une douzaine de Landais qui nous demandent de faire des recherches pour eux et des personnes de la France entière. Nous avons 115 adhérents et nous avons la moitié de nos adhérents qui sont du 64. Je voudrais vous parler d'une recherche que j'ai menée cet été puisque je me charge un peu des recherches au sein de l'association. J'ai été contactée par un adhérent de l'AM et un ami, M. Monrès, qui m'a signalé qu'une famille andalouse était en train de rechercher son histoire familiale française puisque ses ancêtres étaient partis d'Auge-les-Bains, près d'Oloron, en Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai été ravie parce qu'il y a longtemps que j'avais envie d'ouvrir un peu ce chapitre de travail dans l'association. Nous publions nos recherches dans une revue semestrielle qui s'appelle Partir, que je peux vous présenter ensuite à notre stand. Et j'avais aussi envie d'ouvrir ce chapitre. Donc je me suis aussitôt intéressée à la demande de cette famille qui se disait la famille Saramayor de Montilla. Montilla, qui est une très belle ville avec un patrimoine monumental intéressant, est au sud de Cordoue. Peut-être que certains connaissent cette ville. Le premier travail était donc de les aider à trouver leur ancêtre Jean, Juan, qui serait parti d'Augeux. Ils avaient comme seul document le testament de Juan Saramayor, dans une petite ville où il avait déménagé après son mariage, Nueva Cartella, à côté de Montilla. Et ce testament, à Nueva Cartella, indiquait qu'il était décédé le 27 août 1893 à l'âge de 68 ans. Et qu'il était originaire d'Augeu. Écrit en béarnais, et je ne vous dis pas combien j'ai dû faire de photos de documents anciens et à l'arrêt d'autobus d'Augeux qui est écrit dans les deux langues pour prouver aux descendants espagnols qu'il s'agissait bien du village d'Augeux. Donc chercher l'acte de naissance de Jean Saramayou, puisqu'en chez nous c'était des Saramayou, a été fort compliqué parce que nous ne le trouvions pas dans les actes d'état civil en ligne. Nous trouvions un autre Jean, mais qui était décédé à l'âge de 6 mois. Finalement, j'ai eu l'idée de demander au prêtre de la commune s'il n'avait pas trouvé un acte de baptême, et il m'a permis d'aller dans son presbytère de Lédeuch pour fouiller des feuillets d'actes de naissance qui allaient de 1790 à 1836. Et là, ça a été le miracle absolu. J'ai trouvé un acte bizarre de baptême qui indiquait la naissance d'une fille raturée en fils. Fils donc d'une Engrâce Saramayou d'Augeux, filandière, que ce fils avait été prénommé Jean et qu'il était enfant naturel. Il était donc né le 14 février 1820. Mais faire passer l'information de l'enfant naturel à des Andalous, à des Espagnols et à des Andalous, ça a été très difficile parce qu'ils l'ont très mal vécu. Ils ont d'abord demandé si leur ancêtre en grâce vivait de ces habits. Le groupe des 71 filandières
étaient toutes des filles célibataires ou veuves, mais filles mères. Car sur 36 enfants naturels déclarés l'année 1841, 24 enfants naturels étaient enfants de Filandière, et je n'ai pas répertorié les enfants de leurs filles, qui étaient aussi célibataires et filles mères. Alors, en resituant dans le contexte social la naissance de Jean, j'ai pu faire passer l'information, d'autant plus que sur son document, ce Jean Saramaillou avait dit qu'il était le fils de Pierre Saramaillou et d'Angrasse. Il s'était fabriqué un père, qui d'après moi est le grand-père. Je pense qu'il a dû se rattacher à l'image du grand-père. La motivation de la famille espagnole m'a énormément encouragée, car dès que je trouvais quelque chose, eux répondaient par une recherche. Et ils m'ont envoyé des documents d'un historien de Montilla. Je vous ai parlé donc de cet acte de naissance. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Bien sûr, j'ai eu envie d'aller chercher à la même date ce qu'on trouvait dans les actes d'état civil. Et j'ai trouvé une fabrication de la naissance d'une fille raturée en fils, d'un Jean-Pierre qui serait le fils d'une Jeannette Lamounette. Alors Lamounette en béarnais, ça veut dire la poupée. Je me demande si cet acte inventé est un surnom qu'on avait donné à Angrasse, mais elle ne s'appelait pas Jeanne de son prénom, ou si c'est juste un jeu de mots pour fabriquer un faux acte de naissance et cacher peut-être l'existence de cet enfant naturel, car cet enfant naturel était déclaré par la sage-femme. Je me suis rendu compte en continuant ma recherche que cette sage-femme était apparentée à un autre membre de la famille, donc ils se connaissaient bien. De fil en aiguille, après avoir découvert la naissance de Jean, je me suis intéressée à l'histoire de la maison Laguarde. La maison Laguarde, c'est la maison où était né, où disait être né Jean, puisqu'il se rattachait à son grand-père, à l'image de son grand-père. En fait, il était né dans une autre maison d'Augeux, la maison Nousseil, où vivait donc sa mère qui se ronde, la fille de sa mère et les enfants naturels de la fille. Mais la maison Laguarde, c'était quand même la référence. Donc je me suis intéressée à tous les actes qui ont scandé tout ce passé au XVIIIe siècle de la maison Laguarde. Et j'ai découvert que le fils aîné de la famille Laguarde était lui-même émigré en Andalousie, à Vélez Malaga, dans la région donc de Malaga. Je n'ai pas trouvé le métier qu'il faisait, mais malheureusement, il avait vendu, avant de mourir, tous ses droits d'héritage à un copain d'Augeux, Bailler, qui était de 8 ans son aîné, qui avait émigré avec lui, et à sa mort en 1804, la sœur Thérèse Laguarde, qui est la grand-mère de cet enfant que j'étudiais, avait dû rembourser un tiers de l'héritage à la famille Bailler, dont le frère et la sœur, parce que les deux émigrés étaient morts à Vélez Malaga, mais le frère et la sœur Bailler réclamaient le tiers de l'héritage des Laguarde d'Augeux, qui leur a été remboursé. Quelque temps après, c'est la seconde qui a voulu vendre ses droits d'héritage à Thérèse, la grand-mère, Laguarde, donc la grand-mère de Jean, et il a fallu de nouveau acheter pour Thérèse un tiers de la valeur du patrimoine et de la maison à sa deuxième sœur. Ce qui fait qu'à la fin du compte, cette maison Laguarde, la maison de la grand-mère, qui était un peu la possession à Augeux, a été vendue. Et ils n'étaient même plus propriétaires de leur maison, qui avait été, je pense, dilapidée à cause des différents héritages. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que je me rends compte que la dernière fille des Laguarde
est installée, elle s'appelle Marie, elle est installée avec son mari comme propriétaire, il s'appelle Jean Fayence, en 1841. Le père, Pierre Saramaillou, habite avec eux mais n'est plus le propriétaire, puisque c'est la fille qui a hérité. Et donc, par quel effet de passe-passe, cette maison qui avait été complètement hypothéquée revient-elle au Laguarde par le gendre Fayence? Ça, je n'ai pas trouvé encore une explication. J'espère le trouver aux AD dans les documents qui sont dans la série J. J'espère trouver les actes qui me manquent pour le prouver. J'ai regardé la succession après décès de ce Pierre Saramaillou. Je n'ai pas trouvé le nom des descendants. J'espérais retrouver les émigrés parce que Pierre Saramaillou, il est indigent. Il est indigent au moment de sa mort et il n'y a plus rien à répartir entre ses enfants. C'est ce qui explique peut-être qu'à la génération suivante, tous les enfants ont émigré vers Montilla. Alors d'abord, nous avons M. Peyrezob qui avait fait beaucoup de relevés dans les registres de Nantes, donc indiquait que dans la génération suivante, le fils aîné, Joseph, est parti aussi en Andalousie, mais cette fois-ci à Montilla, comme hongreur. Je pense que vous connaissez le métier de hongreur que les Béarnais exerçaient en Espagne. Ils étaient très appréciés, ils avaient presque le monopole. Une famille avait le monopole d'une région et ils gagnaient beaucoup d'argent avec ce métier. Donc Joseph Saramaillou, le fils de Thérèse, part comme hongreur à Montilla. Ensuite, il est rejoint par son frère Pierre. Et là, l'histoire se complique par un H majuscule. Et je vais passer la parole à notre historien émérite, car l'historien de Montilla découvre que Pierre est parti la première fois à Montilla dans l'expédition du duc d'Angoulême, qui est parti en Andalousie pour restaurer la monarchie absolue en 1823. Là, je vais laisser la parole à Michel pour vous parler de cet épisode historique. L'historien émérite va vous parler d'histoire internationale. Cette histoire-là, vous voyez, est au croisement d'une histoire locale, l'émigration des Béarnais en Espagne, qui était beaucoup en Aragon, mais aussi dans toute l'Espagne, et tout particulièrement, effectivement, en Andalousie. D'abord, les Hongreurs, ils circulent dans toute l'Espagne. Il y a une tradition, tout particulièrement au Lorrain, d'envoyer des fils de famille et du négoce à Cadix pour se former aux pratiques. Le second volet de l'histoire, c'est l'aspect international. Et c'est vraiment, plus exactement, on est au croisement de questions nationales et internationales. Les questions nationales, c'est le conflit des idées relatives aux régimes politiques les meilleurs, à l'issue de la Révolution et des guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est le conflit entre le libéralisme et l'absolutisme. La réalité est en réalité beaucoup plus complexe que ça. C'est très simplifié. C'est très simplifié de le présenter ainsi. Mais bon, il vaut mieux le faire comme ça, pour simplifier. Vous savez qu'à Bayonne précisément, Napoléon avait convoqué Charles IV et Ferdinand VII, les avait contraints à abdiquer et avait installé sur le trône son frère, qui s'en était suivi une insurrection dont on peut dire en gros qu'elle était très populaire et qu'elle a rendu Ferdinand VII, le fils du roi qui devait hériter normalement, et l'a rendu populaire, disons, auprès de l'ensemble de la population espagnole, paysanne notamment. Et ensuite, vous connaissez l'échec des troupes napoléoniennes, qui a été assez lent finalement, Il y a eu
peu de défaites à proprement parler, mais un reflux. Et ce qui fait que déjà en 1812, en Espagne, ce que l'on peut appeler les libéraux, parmi lesquels quelques-uns étaient appelés afrancas, c'est-à-dire les francisés, c'est-à-dire ils étaient contre la monarchie de Joseph, mais ils étaient en fait relativement favorables aux quelques innovations que les troupes françaises avaient imposées. Et ces gens-là, qui sont donc nationalistes mais libéraux, avaient imposé, avaient voté une constitution, hein, que quand la monarchie de Ferdinand VII est restaurée, ils arrivent à imposer au roi Ferdinand VII. Ils l'imposent malgré lui. Il est obligé de les accepter dans la phase de reconquête. Quand il revient définitivement au pouvoir en 1814, il donne un tour de vis et il impose son pouvoir absolu. Alors, c'est un peu difficile à dire dans le détail la différence entre le libéralisme et l'absolutisme. C'est pas aussi simple que ça. Par certains côtés, les paysans comprenaient très bien la position des paysans en faveur de Ferdinand VII, des souverains absolutistes, ne serait-ce que parce que, pour simplifier, la bourgeoisie qui tentait, aspirait de prendre le pouvoir, avait, à côté de réformes politiques, introduit de nouveaux impôts, et que les paysans sentaient de même que les fueros avaient été supprimés, ils sentaient les habitudes communautaires, les coutumes de partage des communaux, etc., ils les sentaient menacés, hein, par le nouveau pouvoir, ce qui était vrai. Hein. Et ils étaient attachés à ces pratiques communautaires rurales, et dans leur esprit, c'était lié à Ferdinand VII. Donc on comprend très bien cela. Et voilà donc que, disons, les cortes libérales, dominées par la bourgeoisie, on n'est pas du tout dans un système on est un système censitaire très serré, avait imposé une constitution que Ferdinand VII, d'abord contraint d'accepter, avait fini par, une fois bien installé, le pouvoir refuser. En 1820, un petit coup d'État d'un Asturien, Riego, impose de nouveau la constitution de 1808 au roi, et qui est, disons, plus ou moins contraint de l'accepter. Voilà, au niveau national, le conflit. Au niveau international, c'est la même chose. À la suite de la défaite de la France, révolutionnaire et napoléonienne, les États, les monarchies victorieuses, c'est-à-dire l'Autriche, la Prusse et la Russie, l'Angleterre se tenant un peu à l'écart, eh bien, créent ce qu'on a appelé couramment la Sainte Alliance. Ce n'est pas le nom officiel, hein, mais on l'a appelé comme ça. Et ils y invitent la France, il y a France de Louis-Philippe, Louis XVIII y adhère, donc 4 États pour assurer le triomphe des nouvelles idées politiques au niveau international. Ils se réunissaient tous les ans. En 1822, un congrès était prévu à Vérone, en Italie, parce qu'on était préoccupé de l'action des Carbonari, l'action libérale, révolutionnaire, au sens où on entendait à l'époque, libérale, des Carbonari, une société secrète. C'est là-dessus qu'interviennent les affaires d'Espagne et que le roi Ferdinand VII est contraint d'accepter de nouveau la Constitution. Alors à ce moment-là, ce sont les affaires espagnoles qui viennent au premier plan. Et finalement, c'est un peu compliqué, la France sera chargée d'une intervention. C'est très compliqué parce qu'en réalité, c'est la Russie qui y tenait. L'Angleterre n'y tenait pas du tout. L'Autriche, voulant rester en position d'arbitre, hésitait. Et Louis XVIII, en fait, qui n'était pas si con que ça, et même son ministre Villèle, qui était le ministre de la réaction, c'est une période de réaction nobiliaire, à l'intérieur du règne de Louis XVIII, il n'était pas très chaud. En réalité, ils ont été un peu forcés par le ministre des Affaires étrangères qui précède Chateaubriand, et auquel Chateaubriand a succédé. Parce que justement, le ministre, pendant le congrès de Vérone, démissionne, et Chateaubriand prend la suite. On a souvent à lier le nom de Chateaubriand à cette expédition, parce qu'il a poussé la Chambre à décider, mais il n'en est pas à l'origine. Simplement, il tenait à, disons, un peu pour la gloire de la France, parce que
le gouvernement français tenait à ce que ce soit une opération purement française et pas tellement au nom de la Sainte Alliance. S'il s'agissait de restaurer un peu la gloire de la France après les défaites de 1815. Voilà, alors c'est une expédition qui a été une... Alors on lui donne le nom, le grand nom, les 100 000 soldats de Saint-Louis, parce que la Restauration, qui avait un grand besoin de légitimité, elle se raccroche au souverain célèbre Henri IV et Saint-Louis. Alors c'est l'armée de Saint-Louis qui débarquait, dont la mère des Blanches de Castille était donc espagnole, enfin castillane. Et l'expédition n'a rencontré aucune difficulté parce que déjà, depuis 2-3 ans, des mouvements insurrectionnels pro-absolutistes s'étaient développés dans tout le nord de l'Espagne, de la Catalogne à la Galice. Donc quand ils traversent la Bidasoa, ils n'ont pas de difficulté. Les généraux espagnols qui avaient participé au coup d'État libéral, ne font pas de résistance. La seule opération, ils arrivent, ils traversent l'Espagne, je le disais tout à l'heure par l'autoroute, mais elle n'existait pas encore. Ils traversent l'Espagne vite fait, et ils arrivent à Cadix. La prise du fort du Trocadéro à côté de Cadix a été le seul fait d'armes, parce que les Cortés s'étaient repliés à Cadix, ils avaient amené, disons, de force le roi Ferdinand VII. Donc Cadix était la dernière place forte à conquérir pour... Voilà, la ville a été prise, les Cortés vaincus, le pouvoir de Ferdinand VII restauré, et une répression féroce s'abat malgré l'armée française, qui avait cherché à une modération. Dernier détail, l'armée française est commandée par le neveu, petit-neveu lointain de Louis XVIII, c'est-à-dire duc d'Angoulême, le fils du futur Louis-Philippe, c'est-à-dire de la branche régicide des Bourbons, enfin des Orléans si vous voulez. C'était donc lui-même, Louis Orléans n'était pas un absolutiste fortuné. Voilà en gros l'expédition. Dernier commentaire à faire, les Français vivant en Espagne avaient été assez gênés aux entournures, pour ne pas dire plus que ça, par l'affaire de 1808 et l'insurrection espagnole. Beaucoup avaient préféré, je pense avec raison, se désolidariser de l'entreprise napoléonienne, faire savoir que, bon, ils avaient leur travail, leur vie en Espagne, ça ne les regardait pas. Ici, l'affaire qui a été pourtant menée avec quelques généraux napoléoniens de l'armée impériale, mais l'affaire n'avait guère d'importance et l'intervention française, pour les uns, c'est une affaire, petite intervention dans les affaires espagnoles qui se serait peut-être réglée sans cette expédition française, très certainement, puisqu'il y avait déjà le soulèvement contre le gouvernement libéral. Ça n'a pas eu le même impact sur les Français immigrés en Espagne que n'avait eu la guerre, la prise de pouvoir de Joseph en 1808 et puis la guerre, l'insurrection qui avait suivi. Alors pour conclure, donc nous avons vu donc la maison Laguarde avec ce grand-père et cette grand-mère qui essaient de sauver le patrimoine familial. Je précise que des gendres venus se marier dans la maison Laguarde n'ont pas laissé leur patronyme. Les descendants ont gardé le nom de la femme, de l'héritière. Donc nous avons vu comment Pierre Saramayo, ensuite à la génération suivante, a découvert l'Andalousie, a découvert certainement Montilla, et y est resté ou y est revenu. Je parlais de M. Peyrezob qui a fait ses relevés donc, dans les registres de Nantes. Il a découvert que Pierre, l'oncle, mais aussi le neveu Jean dont je vous parlais tout à l'heure, installé à Montilla, qu'ils étaient fabricants de journaux et qu'un peu plus tard, au moment de leur mariage, ils se sont installés à Nueva Cartella, où ils sont morts, et là, ils étaient patrons de boulangerie, tous les deux. Et il y avait donc ce fameux Joseph, qui était hongreur, mais dont je n'ai pas réussi à vérifier s'il faisait des allées et venues, comme tous les hongreurs d'Augeux qui ne venaient que pour la saison et revenaient au village. Mais pourtant, il a déclaré ses 2 enfants à Montilla. Enfin, il les a déclarés à Montilla, mais en réalité, les habitants français de la ville de Montilla se déclaraient au consulat de Séville.
Donc cette famille Saramayo, malheureusement, elle n'existe plus sur Augeux. On ne retrouve plus le patronyme Saramayo sur les pages blanches de l'annuaire, mais j'ai voulu afficher l'arbre généalogique pour que vous voyez dans la deuxième partie toutes les branches andalouses, une à Séville et les autres sur Montille. Voilà la dernière recherche vers l'Andalousie et qui m'a beaucoup touchée.